Merci beaucoup, Madame la Présidente. Salam alaikum. Merci tout d'abord à la MFF pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et je vous félicite pour la qualité du programme que j'ai trouvé très riche et diversifié. Merci beaucoup à l'assistance de venir à 9 h du matin. Et avant de démarrer le sujet, je vais dédier ce topo à mon papa, Dr Yakrim Fadl, qui, en tant que cardiologue, m'a toujours dit que la médecine de famille était le pilier de la médecine marocaine et de la médecine dans le monde. C'est pour toi, papa. Allah yarhamak. Merci beaucoup pour votre patience. On va donc démarrer ce sujet sur le diabète, qui, comme vous le savez, est très fréquent, de plus en plus fréquent dans le monde, et qui est aujourd'hui au Maroc l'une des quatre maladies non transmissibles qui sont identifiées par l'OMS. Et au Maroc, nous avons au moins, je dis bien au moins, 10,6% de la population générale qui est touchée dès l'âge de 20 ans. Ce qui est important de noter, c'est que le dépistage n'est pas suffisamment fréquent. Et ce dépistage, c'est votre rôle, médecin de famille, c'est votre rôle, s'il vous plaît, d'alerter la famille de vos patients pour qu'ils puissent faire le diagnostic précocement. Avant de démarrer sur le sujet du cœur, je rappelle que notre belle metformine, qui est au centre des traitements, a été un peu malmenée par les cardiologues, justement, dernièrement, et que vous verrez qu'elle est au centre du traitement et qu'on va la marier à d'autres médicaments que vous connaissez bien, l'insuline, les sulfamides, les glinides, mais aussi les glyphosines et les incrétines. Un choix raisonné, et je dis bien raisonné, beaucoup plus large que par le passé. Quand on regarde un patient qui vous consulte aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir sur ce patient de 60 ans, diabétique hypertendu depuis 2 ans, qui a un léger surpoids, on va dire 25-26 de BMI, et une obésité abdominale, on va dire 96 cm. Ce n'est pas beaucoup. Et par contre, c'est beaucoup de vos patients. Ce patient n'est pas un diabétique hypertendu très compliqué, il a une microalbuminurie que vous allez bien entendu essayer de contrôler avec des IEC ou des ARA2, et il a une rétinopathie diabétique non proliférante. Ce qui fait que ce monsieur, quand il vient vous voir et que vous vous acharnez à vouloir contrôler le diabète, lui vous dit je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez intensifier le traitement? Il ne vous dit pas intensifier, bien entendu, mais pourquoi vous voulez augmenter ce traitement et donner d'autres traitements alors que moi j'ai juste 7,5 d'hémoglobine glyquée? Comment lui dire? Diabète et cœur, c'était le sujet. Et on va voir l'ampleur du problème. Parce que le diabète est une pathologie majeure. C'est certainement la première cause de cécité dans le monde. Elle va augmenter par 2 le risque d'hospitalisation. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, 2 à 4 fois plus de risque de faire des maladies cardiovasculaires. C'est également la première cause d'insuffisance rénale terminale et de dialyse et d'amputation non traumatique. Et je vous encourage à vous former en prise en charge, en diagnostic, dépistage de la dépression. Parce que le diabète en lui seul va augmenter par 3 le risque de dépression. Si on regarde l'échelle mondiale, eh bien, on a un tiers des patients diabétiques type 2 qui vont avoir une maladie cardiovasculaire. Vous avez bien compris que dans les 10,6% de Marocains âgés de plus de 20 ans diabétiques, vous en avez beaucoup, eh bien, dans cette patientèle, 1 sur 3 va être atteint d'une maladie cardiovasculaire. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on va avoir une physiopathologie qui est complexe et avec surtout beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires qui vont être communs à la fois
au diabète et aux maladies cardiovasculaires, notamment l'inactivité physique. Et j'espère que ceux qui dorment aujourd'hui à l'hôtel et qui ont dormi hier, vous avez visité la salle de sport, que j'ai vue très vide hier quand même, ou bien que vous avez beaucoup marché dans l'hôtel ou aux alentours. Ça peut être assez agréable pour que vous puissiez au moins faire, on va dire, aller 6000 pas, parce que vous avez beaucoup travaillé hier, le programme était très riche. L'inactivité physique est un facteur de risque. La pression artérielle élevée, bien entendu, la diététique, le tabac, l'obésité, la dyslipidémie et le syndrome métabolique vont tous être des facteurs de risque en commun pour le type 2, mais également pour les maladies cardiovasculaires en général. On a, en plus, lorsqu'on a un patient diabétique, des effets directs de l'hyperglycémie sur le cœur, sur l'inflammation, sur le syndrome métabolique, sur la dysfonction endothéliale, qui vont faire que ce diabète est une maladie de l'arbre vasculaire. Elle va entraîner des complications macrovasculaires, infarctus, AOMI, AVC, des complications des vaisseaux microvasculaires, néphropathie, rétinopathie, neuropathie. Et puis, on aura justement cette raréfaction et cette altération de la perfusion myocardique qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va avoir des patients diabétiques type 2, eh bien, on va avoir 1 sur 5 qui a une coronaropathie. 15% au moins insuffisants cardiaques, 10% vont nous faire des IDM et 8% des AVC. C'est dur quand même. C'est dur parce que toutes ces maladies entraînent des handicaps. Et le handicap, une altération de la qualité de vie. Et une charge, je vais dire pour la société, mais chez nous, beaucoup une charge pour la famille, puisque lorsqu'on va avoir ces handicaps, ils vont rester à la maison et devenir dépendants de leur famille. L'espérance de vie. Eh bien, l'espérance de vie va être amputée lorsqu'on a un diabète type 2 d'un peu moins de 6 ans. Lorsqu'on va avoir un diabète avec un infarctus ou un AVC, eh bien, le patient va mourir 11 ans moins plus tôt, on va dire une espérance de vie amputée de 11 ans, que s'il n'avait pas cette maladie cardiovasculaire. Tout l'intérêt, c'est de dépister et de prévenir ces complications. Maintenant, lorsqu'elles sont déjà installées, lorsque j'ai déjà installé une maladie cardiovasculaire sur mon diabète, par exemple ici à l'infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque, eh bien on se rend compte que le fait d'être diabétique en rouge va nous entraîner, bien entendu, un risque beaucoup plus élevé de faire des événements mortels. Au moins ils sont morts, comme je dis aux malades. S'il me dit les malades chez nous sont très fatalistes, ils disent Moussa Wahda et ok. Mais je leur dis, au moins si vous mourrez, mais on ne meurt pas toujours. Et si vous mourrez, on va vous pleurer, mais si vous ne mourrez pas, vous aurez très certainement des complications et des invalidités. On parle beaucoup de cancer, et je ne minimise pas du tout le cancer en général, mais il faut quand même se rappeler que chez la population diabétique type 2, on a 2,5 fois plus de décès chez les sujets diabétiques dû à une maladie cardiovasculaire que de décès dus au cancer. Donc s'il est important, et si je comprends tout à fait qu'on ait cette hantise de la maladie cancéreuse, il faut sensibiliser nos patients pour qu'on puisse également comprendre que c'est le diabète qui va les emporter un peu plus que le cancer. Maladie très fréquente, le diabète, complications cardiovasculaires très fréquentes, précoce également, le hic, c'est qu'en plus, cette maladie cardiovasculaire, comme le diabète d'ailleurs, est souvent asymptomatique et méconnue. Un autre problème qui fait que ce genre de sujet est important dans tous les congrès de médecine de famille. Et lorsqu'on constate que près de la moitié des patients diabétiques vont avoir une maladie cardiovasculaire infraclinique ou subclinique, eh bien, on se rend compte à quel point il est important que la médecine de famille se forme pour savoir à quel moment elle va adresser le patient au cardiologue. Quelles sont les questions qui doivent être posées aux malades, que ce soit les questions sur l'angine de poitrine. Normalement, les patients vous les rapportent, mais surtout cette asthénie que le patient diabétique âgé va avoir et qu'on prend finalement pour une asthénie de l'âge. Alors, le sujet âgé n'est pas toujours fatigué. Et surtout, s'il est fatigué, il ne va pas avoir une fatigue qui est progressive, constante,
et également penser que l'insuffisance cardiaque peut également donner une fatigue. On n'a pas les œdèmes au départ, on n'a pas la dyspnée au départ, on peut avoir simplement une fatigue. Et puis ces autres patients, diabétiques et non diabétiques, qui vont avoir des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs et qui vont faire des pauses. Ils vont marcher 100 pas, 150 pas et faire une pause parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et en fait, puisque on ne pose pas la question, ils ne nous le rapportent pas, il faut demander est-ce que le patient peut dépasser 200-250 mètres de périmètre de marche avant de s'arrêter. Il faut palper les pouls pour dépister l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. L'autre problématique, c'est que cette maladie silencieuse qu'est le diabète, qui fait qu'on diagnostique tardivement, sauf chez vous parce que vous réalisez des dépistages, ces maladies cardiovasculaires qu'on ne va pas diagnostiquer parce qu'elles sont aussi asymptomatiques et que vous allez diagnostiquer parce que vous posez les bonnes questions, vous prescrivez les bons bilans, eh bien, elles peuvent survenir avant la maladie diabétique. Si aujourd'hui, je sais qu'on peut diagnostiquer et dépister notamment le prédiabète puis le diabète, eh bien, lorsque c'est pas fait, c'est fait simplement sur les signes cliniques, eh bien, on sait que 10 ans plus tôt, on peut déjà avoir démarré les maladies cardiovasculaires. Donc, attention, il faut prendre en charge vos patients diabétiques type 2, dépister les maladies cardiovasculaires, mais s'il vous plaît, dépistez leur famille apparentée au premier degré et dépistez le diabète beaucoup plus tôt, dépistez le prédiabète pour que vous puissiez ensuite, peut-être pas traiter, parce qu'on ne traite pas encore médicalement aujourd'hui le prédiabète, mais vous pourrez à ce moment-là pouvoir reporter le moment où le patient sera diabétique et sûrement reporter le moment où il aura ses complications cardiovasculaires rénales également. Enfin, nous, les médecins qui nous occupons du diabète, nous avons le khzen, nous avons l'hémoglobine glyquée, le mouchard, comme on dit. Eh bien, l'hémoglobine glyquée, plus elle va s'élever, comme vous le voyez, eh bien, plus on va avoir un risque de maladie cardiovasculaire, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Et lorsque l'hémoglobine glyquée dépasse 7% notamment, on est dans ce tiers de patients qui va développer des maladies cardiovasculaires. Le constat est là. Maladie fréquente, maladie mortelle, maladie handicapante. Du coup, comment je fais pour protéger le cœur de mon patient qui semblait complètement à l'aise, non dérangé par son hémoglobine glyquée à 7,5% et son hypertension artérielle? Comment je vais protéger le cœur du diabétique? Je ne vais pas me concentrer sur les IEC et les ARA2, vous connaissez l'épreuve. Je vais d'abord me poser la question sur le contrôle de la glycémie. Est-ce que contrôler l'hémoglobine glyquée, diminuer cette hémoglobine glyquée, va faire que je vais protéger mon cœur? Dans la salle, quelqu'un peut me répondre? Oui? On va voir. 3 premiers essais ont marqué l'histoire de la diabétologie, on va dire interventionnelle, là où on a comparé un pool de patients qui prenaient les traitements et un pool de patients qui soit prenaient pas de traitement, soit en prenaient moins, en tout cas chez qui on ne cherchait pas à baisser l'hémoglobine glyquée. L'UKPDS avait pris des patients nouvellement diagnostiqués, donc un patient naïf de tout traitement. Steno 2 avait pris des patients déjà compliqués qui avaient une microalbuminurie. Et puis Proactive a pris les patients en prévention secondaire après un infarctus, après une AOMI. Et ils ont comparé, que ce soit les paramètres métaboliques glucidiques, mais aussi lipidiques, pression artérielle, le poids, etc. Et ils ont surtout comparé ces deux groupes, ceux chez qui on a intensifié les traitements pour baisser l'hémoglobine glyquée, soit à 7, soit à 6,5%, et des patients chez qui on a donné ce qu'ils appellent une intervention standard, où on a été un peu plus laxe. UKPDS, première étude de morbimortalité chez les patients diabétiques type 2, il y en avait une avant qui était très négative, c'était l'UGDP, on ne va pas en parler, elle a utilisé des thérapies plus anciennes. Eh bien, l'étude UKPDS a démontré qu'avec un meilleur contrôle de la glycémie, eh bien, on avait une diminution de la mortalité, de l'infarctus du myocarde, mais également de la microangiopathie diabétique. Oui, elle l'a démontré. Sur la courbe, il y en a moins. Il y en a moins. Mais ce n'était pas significatif pour l'infarctus. Ce n'était pas significatif pour la morbimortalité cardiovasculaire.
Donc oui, UKPDS était une étude positive. En contrôlant le diabète, en baissant l'hémoglobine glyquée, eh bien, on arrivait à baisser sur le papier à la fois les complications toutes confondues, les microangiopathies et les infarctus. Mais seul en vert, ici, la microangiopathie était statistiquement significative. Donc à l'époque, les cardiologues nous disaient « Bon, ben, vous êtes gentils, vous les médecins qui vous occupez du diabète, vous baissez les hémoglobines glyquées, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Puisque nous, ils meurent. Ils font les infarctus, ils font les AVC, ils font les complications de l'insuffisance cardiaque. » Et les néphrologues étaient très heureux, parce qu'on arrivait à diminuer la maladie rénale chronique, les ophtalmologues également, et bien entendu, nous, de surcroît. Je reviendrai tout à l'heure à cet intérêt de dépister tôt les patients diabétiques, puisque vous voyez ici les résultats en fin d'essai, après 20 ans du KPDS, et les résultats 10 ans plus tard, où les patients étaient non contrôlés, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre, ils étaient finalement traités en ville, et où ils ont constaté qu'on conservait cette protection sur les microangiopathies, toujours significatives, mais pas significatives encore sur le cœur. Globalement, quand on vous voit, on vous dit baisser l'hémoglobine glyquée, même de 1%, on va arriver notamment à baisser de 37% les complications microvasculaires, significatif. Artériopathie des membres inférieurs, amputation, significatif. Mort liée au diabète, ça peut être significatif, mais les autres ne sont pas significatifs. Donc c'était assez décevant et on était non invités par les cardiologues dans les congrès, puisque pour eux, finalement, ce qu'ils cherchent, c'est que les patients restent dans leur consultation. L'étude Steno 2, ensuite, est venue et nous a prouvé qu'il ne fallait pas simplement contrôler le diabète ou simplement contrôler l'hypertension artérielle ou ne s'intéresser qu'aux lipides. Qu'à chaque fois qu'on allait avoir une intervention que sur un de ces 3 paramètres, la mortalité restait la même. Qu'il fallait qu'on ait une étude, une intervention plus agressive, et par rapport à la thérapie conventionnelle, le fait d'utiliser IEC, ARA2, statine, mais également antidiabétique, eh bien, était très bénéfique sur la mortalité cardiovasculaire. Donc oui pour le diabète, mais ne pas oublier les autres maladies cardiovasculaires, les autres facteurs de risque et maladies associées, notamment HTA et dyslipidémie, pour éviter que le cœur du diabétique puisse souffrir. L'étude en prévention secondaire proactive, qui s'est intéressée cette fois-ci aux patients qui avaient déjà fait un infarctus ou un AVC, des patients en prévention secondaire, là aussi, on a utilisé la pioglitazone, on avait une diminution sur les chiffres, mais toujours une non-significativité. Et là encore, déception pour nos amis cardiologues. Les autres essais d'intervention, vous les connaissez, l'étude ACCORD avec un sulfamide, le glyclaside, l'étude VADT qui a été faite sur les vétérans des militaires à la retraite américains. Pardon, l'étude ADVANCE, c'était pour le glyclaside. L'étude ACCORD, c'est une étude qui s'est intéressée à la baisse de l'hémoglobine glyquée pour aller jusqu'à 6%. Puisque UKPDS n'est pas arrivé jusqu'à 7, eux, ils voulaient aller jusqu'à moins de 6,5 pour pouvoir démontrer s'il y avait ou pas un effet positif sur les résultats cardiovasculaires. Des résultats toujours positifs, pas sur le cœur, puisque vous voyez, positifs mais non significatifs pour ADVANCE. Pourtant, ils sont arrivés à 6,5. Négatifs, par contre, pour VADT, et surtout non significatif. Et puis, quelque chose qui nous a fait peur. Lorsqu'on a voulu baisser trop l'hémoglobine glyquée, d'abord, on n'y est pas arrivé. On est arrivé à 6,5. Et en plus, on a eu plus de décès de façon significative au niveau cardiovasculaire. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les cardiologues, et c'est à cause de l'étude ACCORD, nous ont dit, s'il vous plaît, ne contrôlez pas mes diabétiques. Ce n'est pas la peine de baisser trop l'hémoglobine glyquée, je ne veux pas. Combien de cardiologues vous envoient des courriers en vous disant 6,5%, c'est un peu bas, docteur. 6,5%, il a un risque de mortalité. N'oublions pas que l'étude ACCORD a utilisé des médicaments qu'on dit hypoglycémiants, sulfamide et insuline, notamment. Et lorsque je mets tout ça dans un tableau, eh bien, je me rends compte que lorsque je contrôle la glycémie, c'est chouette pour le rein, c'est chouette pour les yeux, pour le microvasculaire, les neuropathies. C'est
un peu significatif pour UKPDS et DCCT, mais c'était un sous-groupe de patients. Donc au niveau statistique, on avait vraiment un niveau de preuve très faible. Le souci, c'est cette mortalité, et notamment la mortalité cardiovasculaire, qui était soit stable, soit a augmenté dans l'étude ACCORD. Ici, dans l'étude du KPDS, lorsque vous avez de la significativité, c'était le groupe de patients qui n'était pas plus que 300 dans toute l'étude, qui avaient eu la metformine en priorité parce qu'ils étaient obèses. Il y avait d'autres facteurs confondants et ce n'était pas un objectif primaire, ce qui fait qu'en puissance statistique, on n'était pas bon. Pourquoi les cardiologues et vous-même et nous, on ne veut pas trop baisser l'hémoglobine glyquée? C'est parce qu'on sait que lorsqu'on baisse l'hémoglobine glyquée, notamment en dessous de 7%, on va peut-être améliorer le microvasculaire, mais on va avoir beaucoup de risques de faire des hypoglycémies. Et donc, on majore le risque d'hypoglycémie, on minore le risque de rétinopathie. Il n'y a pas photo, vous allez choisir de ne pas faire des hypos, on est d'accord. Où est-ce qu'on va trouver l'équilibre? On l'a gardé à 7% pour la plupart des patients. Donc, diabète et cœur, les enseignements de nos études, les anciennes, c'est que tous les diabétiques n'ont pas les mêmes bénéfices. Et surtout, les diabétiques anciens, ceux qui vont chez le cardiologue. Ceux qui ont plus de 10 ans de diabète, ceux qui sont déjà en complications, en prévention secondaire, avec des complications avancées, ceux qui vont faire des hypoglycémies. Et plus on contrôle avec insuline et sulfamide, j'insiste, plus on va faire des hypoglycémies. Et en plus, l'équilibre, il est difficile à obtenir. C'est assez déroutant, parce qu'à ce moment-là, on nous dit, bon, le diabète, on n'a qu'à le laisser. Il y a même un édito du JCEM, un article, un journal réputé et indexé, qui a dit, bon, puisqu'on tue les malades en baissant la glycémie, autant garder nos malades à 8%. Ça a fait un tollé dans la communauté, vous imaginez, 8%. Qui ici voudrait garder son malade à 8%? Je suppose personne, sauf des patients très compliqués, non contrôlés, avec beaucoup de facteurs de risque. Et c'est là que je voudrais me concentrer sur le concept de mémoire glycémique et revenir sur l'idée que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que le fait de dépister tôt, donc intérêt de la médecine de famille, et de contrôler tôt le diabète, toujours en médecine de famille, va me permettre, 10, 20 ans plus tard, de diminuer les complications. L'étude DCCT est l'étude qui correspond à UKPDS et qui était chez le type 1. Et dans cette étude, on a été très intensif en insulinothérapie chez les patients diabétiques de type 1. Et les patients qui étaient dans l'étude, le groupe intensif, sont passés d'une hémoglobine glyquée à 9 à une hémoglobine glyquée à 7. Les autres sont restés non contrôlés à 9. En fin d'étude, il y a eu une amélioration du profil microvasculaire, notamment significative. Lorsque l'étude s'est arrêtée, les patients sont repartis chez leur médecin et à la différence de UKPDS, en ville, quand ce n'est pas intensif, les patients ne sont pas hyper bien contrôlés, on n'est pas arrivé à 7, mais en moyenne, les deux groupes sont arrivés à 8. La différence entre les deux, c'était ces 10 ans où un groupe est resté bien contrôlé, celui qui était intensif, et un groupe est resté mal contrôlé. Et voilà les résultats. Voilà les résultats après les 20 ans. Voilà les résultats lorsque les patients avaient les mêmes hémoglobines glyquées moyennes. On se rend compte que malgré une hémoglobine glyquée moyenne identique chez les deux groupes autour de 8%, on avait beaucoup plus de morbimortalité cardiovasculaire chez les patients qui avaient eu pendant les 10 ans une hémoglobine glyquée à 9 par rapport à ceux qui avaient une hémoglobine glyquée à 7. Et c'était les mêmes résultats de UKPDS que je vous ai montré tout à l'heure. Ouf, ça va. On a quand même quelque chose de positif. On sait que lorsqu'on va contrôler précocement la glycémie, ça reste bénéfique pour nos malades. On va continuer, vous et moi, à travailler pour que nos patients diabétiques soient équilibrés. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien, on peut faire mieux, effectivement, vous le savez. Comment est-ce qu'on a découvert que certains médicaments permettaient d'améliorer le profil cardiovasculaire des patients? C'est d'abord à cause d'une étude négative. En 2008,
il y a eu l'étude proactive qui a montré qu'on allait avoir plus d'infarctus, plus de décès cardiovasculaires chez les patients qui avaient été traités par rosiglitazone. Donc, on veut contrôler le diabète et on tue les malades, en gros. La FDA, la Haute Autorité de Santé américaine, a donc imposé à tout nouveau traitement de venir prouver qu'il n'était pas mortel. À partir de là, on avait plutôt peur que les autres études aient les mêmes résultats, je vous le dis tout de suite. On voulait simplement une neutralité, c'est-à-dire que versus placebo, on n'ait pas une surmortalité cardiovasculaire. Il y a eu beaucoup d'études, je ne vais pas vous les détailler, elles sont toujours en cours pour certains nouveaux traitements. Elles se sont essentiellement intéressées aux IDPP4, donc les incrétines, aux agonistes du récepteur au GLP1 et injectables, et aussi oraux, on n'en dispose pas au Maroc, et également aux glyphlosines, les SGLT2 inhibiteurs. Premier médicament, les IDPP4, ils avaient une non-infériorité pour toutes les études. C'est-à-dire que lorsque vous prescrivez la sitagliptine, la vildagliptine, la linagliptine, eh bien, vous n'en traitez pas de surmortalité. Super. Un seul bémol quand même, pour une glyptine qui n'est pas promotionnée chez nous, la saxagliptine, il y avait plus d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le groupe saxagliptine versus placebo. Par rapport aux autres traitements, waouh, on a réussi à diminuer la mortalité et la morbidité cardiovasculaire de façon très significative chez les malades diabétiques traités par SGLT2 inhibiteurs. Au Maroc, on a la dapagliflozine et l'empagliflozine versus le placebo. Je vous dis tout de suite, cette supériorité a fait qu'on est devenus les stars chez les cardiologues. Donc cœur et diabète, c'est devenu très médiatisé d'abord, et on était invité, on est toujours invité dans tous les congrès. Que ce soit dans les glyphlosines, comme vous le savez, aujourd'hui, ils ont aussi une indication chez le patient non diabétique mais insuffisant cardiaque, et également cette supériorité pour les agonistes du récepteur au GLP1. Au Maroc, nous avons le dulaglutide, qui est une injection une fois par semaine, hebdomadaire, et le liraglutide, qui est une injection quotidienne. Et ces deux médicaments ont également prouvé à la fois une diminution de la mortalité cardiovasculaire et de la morbidité cardiovasculaire. Les cardios, du coup, moi j'adore nos amis cardiologues parce qu'ils ont dit « Ok, c'est bon, vous arrivez enfin à faire quelque chose. Enfin, vos traitements nous servent. » Et donc, lorsque j'ai un patient diabétique type 2 sous metformine, s'il a déjà fait un événement cardiovasculaire, je vais d'emblée lui mettre un de ces deux traitements. Ils ont tout à fait raison. Là où la discussion était posée, c'est que dans les mêmes recommandations, ils ont demandé à ce que tout malade nouvellement diagnostiqué qui, j'ai une mouche très attirée par l'ordinateur, les patients qui étaient déjà non connus diabétiques, eh bien, on proposait de mettre d'emblée un de ces deux traitements. Je vous rappelle quand même que ces deux traitements sont injectables et oraux, bien entendu, mais qu'on va avoir en plus un coût. Cette question-là a été débattue, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va abandonner la metformine? On ne l'abandonne pas, je vous rassure. On ne l'abandonne pas dans les recommandations de l'EDIE, où on nous dit, oui, vous évaluez le statut cardiovasculaire et rénal, mais vous pouvez mettre une bithérapie d'emblée avec la metformine et un autre traitement protecteur, indépendamment de l'hémoglobine glyquée. Il me reste une minute. Oui, l'ADA s'est intéressée au cœur, bien entendu. Et pour réduire les complications du diabète, on va contrôler le diabète, contrôler la pression artérielle, les lipides, mais également donner ces deux traitements qui ont prouvé qu'il y avait une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire. Donc pour conclure, pour protéger le cœur du patient diabétique, la prise en charge est beaucoup mieux codifiée. Oui, on sait qu'on doit contrôler la glycémie, on va permettre de diminuer notamment la microangiopathie qui, elle aussi, entraîne une mortalité cardiovasculaire. Mais il faut également faire attention au risque global, et les patients en prévention secondaire ou en prévention primaire à très haut risque cardiovasculaire, priorité à ces deux médicaments.
Pensez à contrôler le diabète, la pression artérielle. Prescrivez, bien entendu, les IEC et les ARA2, vous le faites. S'il vous plaît, les statines, n'oubliez pas que les statines sauvent les patients en prévention primaire et en prévention secondaire. Et cet avenir de la prise en charge du diabète, c'est bien entendu beaucoup de comprimés, des injectables, mais surtout, cette protection cardiovasculaire qui ne peut passer que d'abord par cette diminution de l'insulinorésistance, avec la diminution de la glucotoxicité, une bonne diététique et une activité physique qui doit être quotidienne, pas forcément très intense, mais régulière chez nos patients diabétiques et chez tous les patients, nous-mêmes y compris. Je vous remercie.